Le 4 décembre 1998, un cadavre carbonisé est découvert dans une voiture totalement calcinée. On voit la personne assise sur son siège, avec la tête en arrière. C'est vraiment une scène d'horreur. La victime s'appelle Paquita Parra. Elle venait d'avoir 30 ans. Effondré, puis on s'imagine sa sœur en train de brûler, on la voit dans la voiture. C'est horrible. Paquita semblait inquiète depuis quelques mois. Elle est sursautée facilement, dès que le téléphone sonnait. Enfin, il y avait quelque chose quand même qui l'a turlupiné, on le voyait bien. L'enquête révèle que la victime entretenait une relation dangereuse. Christophe avait dit à Paquita, si je te fais quelque chose, personne n'en saura rien. Pourquoi a-t-elle décidé d'aller seule en pleine nuit dans cette campagne déserte? Le seul moyen pour qu'elle aille là-bas, c'est qu'on lui a donné rendez-vous. Mais c'est impossible que ma soeur se rende toute seule comme ça, par hasard. Le mobile de ce crime atroce reste une énigme. On ne veut pas qu'elle parle, peut-être. On ne veut pas qu'elle parte, peut-être. On ne veut, en tout état de cause, pas qu'elle s'en sorte. Cette enquête, riche en rebondissements, peut encore aboutir. Nous sommes en Charente, à Puy-Moyen, petite commune située au sud d'Angoulême. La campagne est belle, et particulièrement ici, dans cette vallée des Eaux Claires, bordée de falaises de calcaire. Ce site de randonnée, d'escalade et de promenade en famille est aussi, depuis le 4 décembre 1998, le lieu d'un crime particulièrement violent. C'est derrière moi, au pied de ces falaises, que le corps carbonisé de Paquita Parra a été découvert dans sa voiture. La jeune femme n'avait que 30 ans. L'enquête menée par les gendarmes d'Angoulême, puis par ceux de Bordeaux, n'a pas permis d'identifier l'assassin. Ce soir, nous allons revenir sur ces 14 ans d'investigation, retour sur une instruction riche en coups de théâtre, retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Le 4 décembre 1998, à 3h du matin, 2 gendarmes de la brigade de la Couronne patrouillent à Puy-Moyen, dans la vallée des Eaux Claires. Sur le chemin du Verger, ils découvrent un véhicule totalement calciné. Catherine Daumont, journaliste à Sud-Ouest, a couvert l'affaire. La voiture est stationnée au pied d'une falaise. Voilà, tout à fait normalement, elle n'est pas accidentée. Les gendarmes s'approchent de la carcasse et constatent que le feu vient juste de s'éteindre. La voiture fume encore. Des braises sont visibles au niveau des roues. La patrouille contacte immédiatement la gendarmerie d'Angoulême. Des enquêteurs sont dépêchés sur les lieux. À 4h du matin, les gendarmes décident de réveiller Jean-Michel Morel, adjoint au maire de Puy-Moyen. Quand j'arrive sur place, il fait noir, il fait très froid. Et les pompiers sont là, les gendarmes sont là, il y a pas mal de monde. Les sapeurs-pompiers d'Angoulême éclairent la carcasse. Les investigations peuvent alors commencer. Il y avait un gros camion de pompiers avec des projecteurs en hauteur qui plongeaient sur la scène, quoi. Avec le noir autour, c'est ça qui était sédissant quand vous arriviez, là. Les gendarmes procèdent aux premières constatations. Le véhicule est correctement garé. Aucune trace de choc n'est apparente sur la carrosserie. Les enquêteurs s'approchent du véhicule pour observer l'habitacle. Ils font alors une découverte macabre. À la place du conducteur, un corps carbonisé. On voit la personne assise sur son siège, quoi. Avec la tête en arrière. Le cadavre est extrêmement dégradé. Il est impossible de déterminer le sexe et l'âge de la victime. C'est vraiment une scène d'horreur complète, quoi, hein, et qui est gravée maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Le corps doit être extrait du véhicule. Bernard Marc, médecin légiste à l'Institut médico-légal de Compiègne, a accepté de nous éclairer sur les précautions à prendre lors d'une telle manipulation. Alors un corps carbonisé, c'est un corps très fragile. C'est un corps qui a été soumis à l'action du feu. On va prendre une image tout à fait triviale. Ça va être une bûche de bois qu'on va mettre dans un foyer. Et dans ce foyer, cette bûche va se détruire en partie. Certaines parties vont encore rester sous forme de bois.
d'autres vont être déjà du charbon de bois, d'autres vont être totalement détruites, devenant blanchâtres, comme de la cendre. Eh bien, il y a donc des précautions extrêmement importantes à avoir lorsqu'on va le soulever, et surtout éviter de perdre des indices extrêmement importants en le manipulant, qui sont les dents qui peuvent avoir été détachées des arcades dentaires. Le corps était collé au siège. Il a fallu la sortir avec le siège, sortir par la lunette arrière. C'est les pompiers qui ont sorti le siège avec le corps de dessus. Ils l'ont décollé. Elle a été mise dans un sac avec une fermeture éclair. Le corps est alors conduit à la morgue de l'hôpital d'Angoulême. Sur le lieu de découverte du cadavre, les gendarmes poursuivent leur constatation. Un seul élément est immédiatement exploitable. En effet, les flammes n'ont pas détruit la plaque d'immatriculation de la voiture. Le numéro correspond à un véhicule de type Fiat Uno rouge, 3 portes. Maître Christine Maz représente la famille de la victime. Alors, la plaque d'immatriculation, on peut encore la lire. La couleur du véhicule est importante parce que elle subsiste encore sur quelques endroits. Les gendarmes vont très vite pouvoir identifier la propriétaire du véhicule qui s'avère être Paquita Parra. Les gendarmes interrogent leur fichier et découvrent que Paquita Parra est domiciliée à une vingtaine de kilomètres de là, dans le village de Villebois-la-Valette. Les enquêteurs tentent de la joindre par téléphone. En vain. Paquita a 5 frères. Les gendarmes vont chercher à les contacter. José, l'un des aînés de la fratrie, n'oubliera jamais cet appel au petit matin. J'ai reçu un coup de fil, comme quoi ils avaient retrouvé la voiture de Paquita, donc aux eaux claires, et que la voiture était brûlée, qu'il y avait un corps dedans, mais en fait, on ne savait pas du tout si c'était Paquita ou quelqu'un d'autre. Jean-Marc, personne ne sait où est la propriétaire de la voiture brûlée. Paquita Parra ne répond pas au téléphone. Sa famille ne peut pas donner d'explication à son silence. Il existe donc une forte présomption pour que le cadavre carbonisé soit celui de la jeune femme. Oui, effectivement, il s'agit très vraisemblablement du corps de Paquita Parra. Mais à ce stade de l'enquête, il ne faut pas se précipiter. L'identification du corps, c'est pas une priorité. Il faut surtout faire attention à ne pas détruire des indices matériels ou polluer des témoignages pour identifier ce corps. On est dans ce qu'on appelle une enquête d'essai. Il s'agit de déterminer les causes de la mort. Est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle? Bon, là, ça paraît très peu vraisemblable. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un homicide? Alors, nous sommes sur les lieux de l'incendie. C'est là que la voiture et le corps ont brûlé. C'est un endroit isolé. Seules 2 petites routes permettent d'y accéder. On a vraiment le sentiment que c'est l'endroit idéal pour agir à l'abri des regards. D'ailleurs, le véhicule a été découvert par hasard par une patrouille de gendarmerie qui avait décidé de venir surveiller cette zone. Est-ce que cela veut dire que cet endroit était présumé dangereux? Une des missions traditionnelles de la police et de la gendarmerie, c'est d'effectuer des rondes et patrouilles. C'est notre côté un peu boy scout. Ces patrouilles se font à pied, à cheval, en voiture, en scooter, en vélo même. On identifie des zones qui sont susceptibles d'être plus dangereuses que d'autres, criminogènes, et ces patrouilles sont orientées vers ces zones. Dans un endroit isolé comme celui-ci, on sait qu'il peut y avoir des trafics en tout genre, des activités illicites en tout genre. Alors on imagine cette scène de découverte de corps en pleine nuit et en plein hiver, l'obscurité totale et la terrible surprise de découvrir sur le siège conducteur le cadavre carbonisé. Cela a dû être une vision cauchemardesque pour les témoins, comme l'a confié l'adjoint au maire de l'époque, M. Morel. Pour les témoins, c'est sûr, c'est terrible, ils n'oublieront jamais. Pour les premiers intervenants, c'est aussi très difficile. Mais il ne faut pas se leurrer, pour les enquêteurs, c'est pas facile non plus. Seulement la différence, c'est que les enquêteurs, ils sont dans l'action. Donc ça met les émotions à l'arrière-plan. Et puis c'est pas tant la vue qui est terrible, c'est les odeurs. Et là, c'est l'odeur de chair brûlée. On a l'impression qu'on en est imprégné de cette odeur. On traîne une odeur de mort, quelque part. Et quand on retrouve des moments normaux de vie, on n'a qu'une envie. C'est de se doucher, de se changer, quelque part de se dépolluer, de se décontaminer. Alors, durant votre longue carrière, je rappelle que vous avez été pendant près de 35 ans à la police judiciaire. Vous avez, vous le disiez, été confronté à ce genre de scène. Est-ce que vous pensez que ce sont des scènes de crime aux apparences souvent trompeuses? Les incendies, la plupart du temps,
Ils ne sont pas à la cause de la mort. L'incendie est allumé pour faire disparaître des traces. Certains pensent faire disparaître complètement le corps. C'est quasiment impossible, il faut une température très très élevée. Seulement les incendies détruisent des traces de coups, des traces de violence, et puis ça peut faire disparaître aussi des traces qu'aurait pu laisser l'auteur lui-même, des traces ADN, des traces papillaires. Alors quand notre affaire éclate, nous sommes en 1998, je le rappelle, peu de gens connaissaient l'utilisation de l'ADN dans les enquêtes criminelles. Il n'est donc pas sûr que l'auteur ait mis le feu pour faire disparaître des preuves. L'incendie peut avoir une autre signification. Quoi qu'il en soit, les flammes ont fait disparaître des indices importants. Oui, ça c'est sûr. Et dès le début, les enquêteurs savent que ça va pas être facile. Normalement, quand on arrive sur une scène de crime, les premières constatations qu'on fait sur place permettent de donner une ou plusieurs orientations à cette enquête. Mais là, comme l'incendie a détruit un tas de choses, les constatations vont pas permettre d'orienter rapidement cette enquête. Les enquêteurs et le juge savent qu'ils vont être à la merci, à la remorque des experts qui sont de compétences et de qualité souvent assez variables. Ils perdent un peu la main. Ils perdent la main. Et à partir des conclusions de ces experts, ils vont essayer de rassembler tout un puzzle, de construire, d'essayer de rebâtir un scénario crédible, le scénario possible de ce qui s'est passé. Les techniciens en identification criminelle d'Angoulême vont donc être appelés. Quand ils arrivent sur les lieux, ils gèlent la scène de découverte du corps pour qu'elle ne soit pas polluée par des interventions extérieures. Commencent alors les premières constatations. Les flammes ont presque totalement dévoré le véhicule. Il ne reste que les éléments métalliques de la structure. Les vitres ont fondu. Le bouchon de réservoir d'essence également. La carcasse est examinée par un expert automobile. C'est Jean-Pierre Tripier qui est nommé. Il a été constaté donc le véhicule au point mort. Il a été constaté l'ouvrant de la porte avant gauche non verrouillée, fermée mais non verrouillée, alors que tous les autres ouvrants sont verrouillés. Les clés de contact ont fondu dans l'incendie donc sur l'animal. Il n'y a pas eu d'effraction sur le véhicule. On ne retrouve ni impact de balle, ni pas, ni traces, ni empreinte, on ne retrouve rien. Les premières constatations ne permettent pas d'orienter l'enquête. Mais quelque chose intrigue immédiatement ceux qui se penchent sur la carcasse. Et il y avait un petit détail qui était étonnant. On voyait que le siège du conducteur qui reculait complètement à fond. Dans l'habitacle, les gendarmes repèrent parmi les cendres différents éléments. Ils les mettent sous scellé. Sur place, les enquêteurs découvrent une boîte d'allumettes au niveau des pédales du conducteur de la voiture. Ils retrouvent également un petit tube dont on ne sait pas ce qu'il a pu contenir. Et puis, une lame de cutter qui sera découverte sous le siège donc du conducteur et qui, elle, est bien identifiée dès le départ comme une lame de cutter. Devant le véhicule, un élément retient toute l'attention des techniciens en identification criminelle. Le pare-brise repose sur le sol, près des phares avant. Il est partiellement endommagé, mais non calciné. A-t-il explosé? A-t-il fait l'objet d'une poussée particulière par le feu qui semble avoir dévoré ce véhicule? Jean-Marc Cassot, expert en incendie près la Cour d'appel de Paris, n'a pas été mandaté sur cette affaire. Mais il a accepté de répondre aux interrogations que pose la découverte du pare-brise. Le pare-brise ne pouvait pas se trouver là où il était, simplement par un phénomène de surpression dans l'habitacle qui l'aurait projeté. Généralement, le pare-brise, quand il y a un incendie à l'intérieur d'un véhicule, on le retrouve fondu ou partiellement fondu. Jean-Pierre Tripier constate la présence de 2 traces suspectes. Sur l'assise du pare-brise, il y a donc 2 déformations. Une côté passager, mais ça c'est une tentative d'extraction et on voit bien qu'elle a échoué. Et sur le côté conducteur, on voit une déformation par levier qui a permis, si vous voulez, de déchausser le pare-brise et ensuite de l'enlever ensuite à la main. Autrement dit, le pare-brise n'a pas été expulsé par le feu. Il n'a pas glissé. Quelqu'un se trouvant devant le véhicule l'a volontairement décellé. Afin d'évaluer la difficulté d'extraire ce type de pare-brise, les gendarmes interrogent Samuel Enoga.
Ce garagiste entretenait la Fiat Uno de Paquita Parra. Sur les anciennes voitures, comme avait Paquita Parra, les joints étaient pas collés. Donc ça allait très vite pour démonter un pare-brise. Parce qu'aujourd'hui, les pare-brises sont collés, il faut beaucoup plus de temps. Alors pour enlever le pare-brise sur ce style de voiture, il faut juste 2 tournevis. En 5 minutes, on peut démonter le pare-brise sur la voiture. À ce stade des investigations, il est impossible de déterminer pourquoi le pare-brise a été volontairement enlevé. Les experts vont alors chercher l'origine du feu. L'expert qui était nommé à l'époque a rapidement déterminé que ça ne pouvait pas venir du moteur. Il n'y avait aucune preuve d'un incendie d'origine électrique puisque je crois que les batteries n'étaient pas en cause. La conclusion est claire. L'incendie ne provient pas de la voiture elle-même. Alors où se trouve le départ de feu? C'est la question à laquelle l'expert en incendie va devoir répondre. La mise à feu, ça se détecte par des endroits qui sont plus brûlés que d'autres. Donc on pensait que ça venait plutôt de l'endroit où se trouvait le conducteur. Selon les experts, les cendres découvertes près du siège conducteur sont le résidu de la combustion de papier. La voiture était pleine de journaux. Elle était pleine de journaux, donc au pied de la victime. Et vous pouvez activer un incendie simplement par une allumette et des journaux. Vous pouvez mettre le feu, ça brûle. Après, vous avez les tissus, tous les composants, tout ça qui fond, tous les plastiques, c'est des activants. Les enquêteurs veulent maintenant savoir s'il y a eu un apport d'essence pour lancer et alimenter le feu. Les techniciens en identification criminelle prélèvent des résidus charbonneux au niveau de l'emplacement du corps. Ces prélèvements sont envoyés au laboratoire central de la préfecture de Paris pour y être analysés. En l'occurrence, on a découvert qu'il y avait de l'essence qui, a priori, à l'endroit où les résidus avaient été prélevés, n'avait rien à faire à cet endroit-là, près du siège du conducteur. Le feu a donc été activé par un combustible. À 7 h du matin, les techniciens en identification criminelle quittent la vallée des Eaux Claires. La circulation sur la petite route est rétablie. Une dépanneuse est appelée pour venir chercher la carcasse de la voiture. Les gendarmes décident alors de perquisitionner le domicile de la propriétaire du véhicule brûlé. Ils ont appris dans la nuit que Paquita Parra vivait seule aux 5 rue de l'Église à Villebois-la-Valette. Carmen, la maman, confie aux enquêteurs les clés de la maison de sa fille. David et Jean-Marie, les frères, accompagnent les gendarmes. Ils entrent dans la maison avec impatience et angoisse, nourrissant encore le fragile espoir de retrouver Paquita vivante. Jean-Marie se souvient très bien de cette matinée. On était à la perquisition avec David. Ma mère n'est pas venue, elle était trop mal. On est rentré dans la maison, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir, quoi. On a traversé toutes les pièces. La maison est vide. Paquita n'est pas là. Paquita a disparu. Il n'y a pas de trace d'un dîner la veille. On trouve juste un petit verre de jus d'orange sur une table. Il semble qu'elle n'ait pas dormi chez elle. La maison est bien rangée. Aucune trace de lutte, rien. Pas d'objets par terre, non, aucune trace de bagarre, de dispute, ou alors d'effraction. Comme si ma sœur avait quitté sa maison tranquillement, comme si de rien n'était. L'inquiétude grandit car il est totalement anormal que la jeune femme ne soit pas chez elle. À la recherche d'indices, les enquêteurs commencent à fouiller la maison. Ils vont trouver un agenda qui comporte des noms. Ils trouvent le passeport de Paquita. Ils vont trouver une lettre écrite par un ex-petit copain de Paquita, Christophe, qui est une lettre de 15 pages qu'ils vont saisir. On était un petit peu complètement paumés, quoi. D'avoir un choc comme ça dès le matin, au réveil, on était vraiment choqués. On voyait les gendarmes, mais on ne faisait pas trop attention de ce qu'ils prenaient, de ce qu'ils prenaient pas, de ce qu'ils touchaient. Nous, on regardait les affaires de Paquita, mais on ne regardait pas ce qu'ils prenaient.
Plusieurs tests achivés sont découverts. Des photos récentes de Paquita sont saisies. Les enquêteurs mettent également sous scellé les relevés de compte de la jeune femme. Vers 8 h du matin, toujours aucune nouvelle de la propriétaire de la voiture brûlée. La perquisition se termine. Les gendarmes n'ont rien trouvé de suspect. Rien de significatif, rien qui laisse penser qu'elle est morte. Le commandant de la brigade de recherche invite alors les frères de Paquita Parra à la gendarmerie d'Angoulême pour visionner les images qui ont été tournées la nuit même sur les lieux de cette macabre découverte. Des images aussi exceptionnelles que terrifiantes. Salvador, l'un des frères, ne peut pas les oublier. On nous a montré une vidéo du moment où les gendarmes sont arrivés sur les lieux. Et donc on nous a montré la voiture calcinée. Et ce que je me souviens bien, c'est qu'on voit bien que le siège est poussé vers l'arrière, basculé en arrière. Et on voit clairement le squelette, la tête jetée en arrière. Et voilà. On regarde la vidéo, donc on est avec mes frères, on regarde ces images. On aimerait bien se dire non, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a emprunté sa voiture, ou une amie, ou... Mais non, on est persuadé que c'est elle. Enfin, pour moi, j'ai la conviction que c'est elle, et pour me faire, c'est pareil. Le visionnage de la vidéo tournée par les gendarmes autour de la carcasse de la voiture brûlée est une épreuve épouvantable pour les frères de Paquita Parra. Cela paraît insensé de montrer de telles images à une famille déjà ravagée par l'angoisse. Ouais, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils ont montré ces images. À mon avis, ça présente plutôt des inconvénients que des avantages. D'abord, à ce moment-là, ils sont pas sûrs, c'est pas établi formellement qu'il s'agisse du corps de Paquita Parra qui était dans cette voiture. Ensuite, après avoir vu ces images, si c'est bien Paquita Parra, il va falloir interroger les frères de Paquita. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter? Dans quel état ils sont? Ils sont dans un état émotionnel tellement fort. Après avoir vu ces images, ils sont tellement choqués qu'ils ne pourront pas dire grand-chose. Et puis enfin, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Ça peut être l'issue d'un drame intrafamilial. On n'en sait strictement rien. Moi, je crois qu'à ce moment de leur enquête, les gendarmes sont tellement choqués par ce qu'ils ont vu qu'ils ont besoin de faire partager leurs émotions. La perquisition de la maison de Paquita Parra n'apporte pas beaucoup d'éléments. La véritable information est que Paquita n'est pas là et qu'elle semble avoir quitté son domicile de son plein gré et sans véritable précipitation, puisqu'elle a pris son sac à main et son manteau. Les gendarmes saisissent tout de même quelques objets. Il ne s'agit pas, cette opération, c'est pas à proprement parler d'une perquisition. Une perquisition, ça vise à découvrir des objets ou des éléments qui peuvent incriminer un suspect. Là, c'est pas le cas. Il s'agit plus d'une visite domiciliaire, quelque part, qui se fait sous la même forme qu'une perquisition, mais on cherche à comprendre comment elle vivait, qui elle était, et puis on peut peut-être trouver dans les tiroirs ou sur une table des éléments qui permettent de comprendre ou d'éclairer ce décès. En fouillant la maison, il découvre le passeport de Paquita Parra. C'est une information importante puisqu'il découvre qu'elle mesure 1,57 m. Et souvenez-vous, l'expert avait constaté que le siège était reculé à son maximum. Donc a priori, il ne s'agit pas de la conduite de Paquita. Le mystère s'épaissit encore un peu plus. Que peuvent en déduire les gendarmes? Ce siège peut avoir été reculé, soit pour mieux flirter, pour faciliter des ébats amoureux, soit parce que quelqu'un d'autre a conduit la voiture de Paquita, et puis enfin, il peut avoir été reculé pour y glisser plus facilement un corps inerte. Les premières constatations révèlent un autre élément particulièrement troublant, c'est cette histoire de pare-brise retrouvée devant la voiture. Ouais, ça c'est incompréhensible, c'est quelque chose de très bizarre, j'ai jamais vu ça. Bon, il n'y a pas d'explication immédiate. Une enquête judiciaire, c'est un puzzle. Là, on a un morceau du puzzle, on ne sait pas très bien où le mettre. C'est comme le siège reculé, c'est un autre morceau qui un jour, probablement, va s'assembler. Et tout ça rendra une scène de crime à peu près cohérente. Les enquêteurs attendent maintenant les conclusions du médecin légiste pour confirmer l'identité de la victime et surtout pour connaître les causes de son décès. C'est au centre hospitalier d'Angoulême que l'examen du cadavre carbonisé va avoir lieu quelques heures après sa découverte.
Les membres supérieurs et inférieurs de la victime ont été totalement détruits par l'incendie. Pour arriver à détruire un corps, pour arriver à carboniser des parties, il faut atteindre des températures qui dépassent 1000 degrés, d'autant plus facile à atteindre que le milieu est confiné. La première chose à faire est de radiographier le corps. Il s'agit de s'assurer qu'un meurtre par arme à feu n'a pas été maquillé en incendie. Sur les clichés réalisés, pas de corps étranger évident. Donc la radiographie élimine un corps étranger qui serait resté dans le corps, mais ne va pas éliminer une plaie par arme à feu qui aurait eu une entrée, une sortie. Les enquêteurs précisent qu'aucun impact de balle n'a été retrouvé dans la carcasse de la voiture. Aucune douille n'a été découverte près du véhicule. Donc, l'absence de projectile à l'intérieur du corps élimine à ce stade des investigations l'hypothèse d'un meurtre par arme à feu. Le légiste lit ensuite les radiographies du crâne. Sur le côté droit, un fracas osseux est nettement visible. La conservation de la boîte crânienne, c'est très rare dans les incendies. C'est une des extrémités, donc c'est un des endroits où elle atteint le plus vite. Et on observe au minimum ce qu'on appelle des fausses fractures, voire des destructions de la calotte crânienne et le fait que le cerveau soit presque mis à nu. Donc typiquement, les lésions de la boîte crânienne ne veulent pas dire grand-chose dans les incendies. Il est donc impossible de savoir si la fracture est le résultat d'un coup ou la conséquence de l'incendie. Le médecin poursuit son examen. Il doit maintenant identifier la victime. Pour redonner un nom au cadavre, le légiste dispose de quelques éléments. Le corps est largement carbonisé, mais bien évidemment, il reste toute une partie moyenne du corps, il reste le tronc, donc la possibilité d'analyser le cœur, les poumons et la partie basse du visage qui permet d'extraire les maxillaires et d'avoir les éléments dentaires également. Les maxillaires sont prélevés. Ils sont envoyés à un odontologiste. Cet expert en identification va comparer le prélèvement réalisé sur le corps de la victime avec les données transmises par le dentiste de Paquita Parra. Ses conclusions sont sans appel. Le cadavre carbonisé est bien celui de la jeune femme. Le ciel vous tombe sur la tête, je veux dire, tout s'effondre, quoi. Ben, on est effondré, quoi. On est effondré, puis on s'imagine sa sœur en train de brûler, on la voit dans la voiture. C'est horrible. Le légiste décide alors de ne pas pousser plus loin ses investigations. C'est une grande question que l'absence d'autopsie dans cette affaire. On ne saisit pas bien pourquoi elle n'a pas pu être pratiquée. Les seuls cas où elle ne pourrait pas l'être seraient si le corps était complètement réduit à l'état de cendre. Dans tous les autres cas, il reste toujours des choses à explorer. Le médecin conclut son examen en prélevant un morceau de foie et différents fragments pulmonaires. Ces scellés sont envoyés en vue d'analyse à des laboratoires spécialisés en biologie médicale et en toxicologie. L'autopsie est terminée. L'heure du décès reste inconnue. Les causes de la mort aussi. Les frères de Paquita sont alors autorisés à voir une dernière fois le corps de leur sœur. On avait besoin de le voir parce qu'en fait, moi j'étais quelque part, je me suis dit, c'est pas encore elle. Ça nous reste toujours, on se dit toujours, c'est pas elle. Donc on arrive là et en fait ce sont des sacs, hein, c'est simplement un sac. On ouvre le sac et là on découvre quelque chose, une masse noire, carbonisée, c'est ce qui reste. Il ne reste plus rien pratiquement. On avait envie de la serrer. Je veux dire, moi je pensais voir ma sœur et la serrer dans mes bras. Je veux dire, pour lui dire merde, j'étais pas là, t'as besoin de moi, j'étais pas là. C'était la dernière fois qu'on la verrait. Et c'est vrai que quand on a vu son corps calciné, il y avait un petit corps comme ça. Et malheureusement, on peut pas y toucher. Un corps carbonisé, on voit rien en fait. Hein, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est méconnaissable. Donc. Mais bon, on savait que c'était notre sœur.
C'est donc bien le cadavre de Francesca Parra, surnommée Paquita, qui a brûlé dans la voiture. Mais en l'absence d'un examen complet, il n'est pas possible de déterminer les causes de son décès. Pour Bernard Marc, le médecin légiste du centre hospitalier de Compiègne, qui a accepté de répondre à nos questions, il est dommage que les muscles profonds de la victime n'aient pas été étudiés. Il portait peut-être des traces de strangulation ou des traces de coups de couteau. En l'absence d'éléments les orientant définitivement vers un acte criminel, les enquêteurs se tournent alors vers une piste étonnante, celle du suicide de Paquita. Les enquêteurs n'excluent pas que Paquita Parra se soit volontairement donné la mort en s'immolant dans sa voiture. Pour Jean-Pierre Bouchard, cette hypothèse d'enquête est au regard de son expérience de psychologue bien improbable. Le suicide par immolation est tout à fait rare en France, même en Europe on peut dire, puisque c'est quelquefois lié à certaines cultures qui ne concernent pas les cultures européennes, et donc en France c'est rarissime. On le voit vraiment de façon extraordinaire et très très peu dans le genre de contexte qu'on a dans cette affaire criminelle précise, puisque les gens ne s'immolent pas en général dans leur véhicule. Les gendarmes de la brigade de recherche d'Angoulême décident tout de même de fouiller la piste du suicide. Et les analyses toxicologiques réalisées sur les prélèvements de foie de la victime les confortent dans cette idée. Le professeur Jean-Claude Alvarez n'a pas travaillé sur ce dossier, mais cet expert en toxicologie a accepté de nous décrypter les résultats. Visiblement, il y a un antidépresseur de type nortriptyline à une concentration soi-disant thérapeutique, mais une concentration thérapeutique dans le foie, c'est pas très facile à interpréter. On connaît les concentrations thérapeutiques dans le sang, mais on ne connaît pas les concentrations thérapeutiques dans le foie. Dans la maison de la jeune femme, les enquêteurs recherchent en vain les preuves d'un état dépressif. Ni ordonnance, ni médicaments, ni consultation chez un psychiatre, rien. On ne retrouve rien de ces éléments qui pourraient conforter cette thèse. Les gendarmes procèdent donc à de nombreuses auditions pour tenter de connaître l'état psychique de la victime au moment des faits. La question est toujours la même. Pensez-vous que Paquita ait pu mettre fin à ses jours ? Généralement, il y a des signes annonciateurs et les proches, la famille, comme les frères, les parents, connaissent évidemment ce proche-là et savent détecter ces modifications de comportement, ces modifications d'humeur dans le sens de la dépression. Même si quelquefois elles peuvent être masquées, on sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui est cassé. Les proches de la jeune femme font tous la même réponse. D'accord, elle avait des coups de blues comme tout le monde, mais pas de là à se suicider. Moi je l'avais eu quelques temps avant. J'avais pas senti chez elle des problèmes pour en arriver à ce stade-là, donc elle n'avait pas de problème particulier d'argent. Elle venait d'acheter sa maison, elle s'était engagée à faire des travaux d'aménagement de chauffage central, elle avait ses prêts, tout était à jour. Éric Sifantus, un ancien petit ami de Paquita Parra, est lui aussi entendu. Elle avait une trop grande importance. Un amour familial qui, je ne pense pas qu'elle aurait aimé faire ça ni à ses frères, ni à sa mère en particulier. Un des éléments matériels retrouvés dans la voiture carbonisée de la jeune femme va alors tout particulièrement attirer l'attention des enquêteurs. La lame de cutter qui est présente et qui est trouvée dans ce véhicule ne présente aucune trace de sang. Donc, c'est pas une lame de cutter qui a servi à se tailler les veines, à se donner la mort. Pour les gendarmes, le suicide reste, malgré l'absence d'éléments matériels, une piste sérieuse. Mais le 7 janvier 1999, les résultats de l'analyse anatomopathologique des poumons tombent. Ils sont sans appel. Alors les analyses sont assez claires, là il n'y a pas de respiration dans l'incendie. On ne va pas retrouver de traces de suie, on ne va pas trouver d'éléments indiquant une inhalation. Cela veut dire que ces poumons ne respiraient plus au moment où ce feu prend dans l'habitacle du véhicule. Ça veut dire qu'elle est morte avant que le feu ne prenne. Ça veut dire qu'elle a été assassinée. Cela fait 4 jours que le corps carbonisé de Paquita Parra a été retrouvé dans la vallée des Eaux Claires.
C'est maintenant une certitude, quelqu'un l'a tué puis a mis le feu à son cadavre. Tout porte à croire que l'auteur des faits a prémédité son acte. Le parquet d'Angoulême ouvre donc une information pour assassinat. Les enquêteurs se lancent à la recherche du meurtrier. Et dans ce cas, la première chose à faire est de fouiller la vie de la victime. Paquita Parra est une jeune femme de 30 ans. Une jeune et jolie brune, au charme méditerranéen, héritée de ses parents espagnols andalous. Manoli, sa petite nièce, se souvient avec admiration de sa tante. C'était un petit bout de bonne femme, elle faisait que 1m57. Elle était très brune, elle avait les cheveux longs, des cheveux très épais, je les enviais d'ailleurs. Très très jolie jeune femme, vraiment. Bon, donc d'origine andalouse, avec en plus ce petit côté presque arabe. Elle avait un charme fou, quoi. Elle était vraiment, je vous dis, elle rentrait dans une pièce, on voyait qu'elle. Paquita est la seule fille d'une fratrie de 6 enfants. Quand elle naît le 5 août 1968, Carmen, sa mère, avait déjà 4 garçons. Mettre au monde une petite fille a été une surprise formidable. Un véritable émerveillement pour la maman. Paquita, elle est née à la maison. Et quand sa famille est partie, il m'a dit que c'est une fille, et je ne pouvais pas le croire. Aussitôt parti, je m'assis dans le lit, j'ai fait toutes ces affaires pour voir si c'était vrai, que c'était une fille. Voilà, passer des heures avec elle. Elle a été désirée. il y a 5 garçons dans la famille. Donc c'est vrai que, bah oui, c'était la princesse, oui. Et puis bon, elle était belle et tout, donc tous ses frères étaient fiers d'elle. José se souvient avec émotion du voyage qu'ils avaient fait ensemble, en Andalousie, 4 mois seulement avant la mort de Paquita. Au fil des auditions, les enquêteurs dressent le portrait d'une jeune femme très proche de sa famille. Ils découvrent que la victime, très affectée par le décès de son père en 1988, avait retrouvé toute sa joie de vivre. Au moment du drame, Paquita avait vraiment l'air heureuse. Quand on faisait des repas de famille, des Noëls, des fêtes de fin d'année, des anniversaires, elle était toujours... elle dansait, elle aimait bien la musique. La jeune femme avait un caractère plutôt réservé. Elle n'était pas exubérante, si je peux dire, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Elle était Paquita, elle était discrète, elle ne voulait pas crier, on ne pouvait pas dire des mots. Elle n'a jamais, si je rigolais fort ou tout ça, non, elle était vraiment discrète, elle n'aime pas la critique, elle n'aime pas, je sais pas, elle était tout... Elle était adorable de toute façon. Quand il le fallait, Paquita savait aussi faire entendre sa voix et faire respecter ses choix. C'est vrai qu'elle avait son caractère, elle avait un caractère assez trempé, Paquita quand même. Hein. Quand elle avait envie d'envoyer promener quelqu'un, elle le faisait quand même. Elle avait beaucoup de caractère. Hein. Elle se laissait pas faire en général. Paquita avait su gagner son indépendance. Chargée des achats au service approvisionnement d'un hypermarché de Roulet-Saint-Estèphe dans la banlieue d'Angoulême, elle gagnait 5 280 francs par mois, soit un peu plus de 800 €. Paquita est une jeune femme libre qui vit sa vie comme une jeune femme de 30 ans. Elle est jolie, elle a du succès auprès des hommes. Voilà, elle a une vie tout à fait dans l'air du temps. Effectivement, Paquita plaît aux hommes. Elle aime séduire. Elle aimait toujours être pomponnée. Elle y passait un temps infini, même pour 10 minutes, à se maquiller, à se préparer et tout. La moindre petite sortie, c'était tenue de soirée, quoi, pour ainsi dire. Elle enchaîne les histoires amoureuses, parfois sans lendemain. Mais Paquita n'a qu'un but, trouver l'homme de sa vie. Elle adore les enfants et rêve de devenir maman. Depuis 8 mois, elle fréquente un collègue de travail que nous appellerons Patrick. Une relation qui ne semble pas encore très stable. Je pense qu'elle recherchait un homme qui prenne des décisions, qui la protège, qui prenne des décisions quand il faut, et qui prenne peut-être un peu sa vie en main, avec qu'elle puisse fonder une famille. Je pense qu'elle recherchait absolument ça. Il voulait avoir des enfants. Il voulait avoir des enfants à tout prix. J'ai dit, écoute, tu peux pas avoir un enfant comme ça. Attends, on joue et tu viendras
peux avoir un petit copain, et tout est marié, tu auras des enfants. Mais elle était folle pour avoir des enfants. Elle n'en a pas pu avoir. En tuant Paquita, le meurtrier a anéanti ses rêves et ses projets. Il a aussi brisé à jamais l'équilibre d'une famille. J'ai toujours vu comme la petite sœur, la petite à protéger. Ma petite sœur, c'était... Quand mon père est décédé, à l'époque, avant qu'il parte, il m'avait dit « Occupe-toi bien de tout le monde ». J'ai essayé. Malheureusement, j'ai pas réussi. Nous sommes dans la maison de Paquita. La jeune femme était très attachée à cet endroit qu'elle avait acheté 2 ans avant son décès. Après sa mort, Carmen, sa maman, a choisi de venir s'y installer comme pour rester en contact avec sa fille disparue. Tout est resté en l'état, chaque meuble, chaque objet a été choisi par Paquita. C'est toujours très impressionnant de découvrir l'intimité de la victime, très impressionnant mais bien sûr très intéressant pour les enquêteurs. Bien sûr, quand on rentre dans la maison de la victime, ça change complètement la dimension de l'enquête. Jusqu'à présent, le corps qu'on a vu dans cette voiture était impersonnel, quelque part presque anonyme. Dans cette maison, il reprend vie quelque part. On voit ce qu'elle aimait, on voit les meubles qu'elle avait choisis, et ça nous permet de créer des liens avec cette victime avec laquelle on va vivre. On va vivre avec cette victime, on le sait pendant un certain temps. Tout au long de l'enquête. Tout au long de l'enquête, absolument. Et on espère que cette proximité qui est en train de naître, en train de se créer, va nous conduire vers la vérité, tout simplement. Paquita était très fière d'avoir pu acheter cette maison. Les témoignages dressent d'ailleurs le portrait d'une jeune femme qui tient à son indépendance. Le frère de Paquita, José, dit qu'elle avait un caractère assez trempé, selon ses propres mots, qu'elle n'hésitait pas à envoyer promener ceux qui lui déplaisaient. J'imagine qu'aux oreilles des enquêteurs, c'est intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est important. C'est important de savoir que Paquita ne courbait pas l'échine, qu'elle se laissait pas faire, qu'elle se laissait pas marcher sur les pieds, que quelqu'un d'extérieur ne pouvait pas lui imposer sa volonté. Elle pouvait donc entrer en conflit avec des gens. Pour essayer de trouver la clé de ce meurtre, il faut essayer de savoir avec qui elle était en conflit à ce moment-là. Vous nous avez souvent fait part d'une difficulté pour les enquêteurs lorsqu'ils se lancent dans une enquête de personnalité de la victime, celle d'obtenir un portrait objectif. Vous savez très bien que les premiers témoignages sont rarement défavorables et presque toujours flatteurs. On a tous assisté à des obsèques, à des enterrements où on dit le plus grand bien du défunt, même quand c'était le plus parfait des salauds. C'est évident, quand on va interroger les proches de la victime dans un homicide, ils vont lisser son portrait, ils vont nous cacher ses petits défauts, ses gros défauts. Mais petit à petit, avec le temps, la vérité va apparaître un peu plus clairement. Mais il y a une chose qu'on aura du mal à découvrir et que peut-être même on ne découvrira jamais, c'est la part d'ombre de la victime. On a tous une part d'ombre, on a tous un jardin secret. Et là, c'est beaucoup plus difficile à découvrir et puis peut-être que parfois on ne le découvre jamais. Les gendarmes de la brigade de recherche d'Angoulême vont essayer de reconstituer l'emploi du temps de Paquita Parra le jour du meurtre. Ils veulent savoir si quelque chose d'inhabituel s'est passé. Ils vont chercher à connaître le nom de ceux qui ont croisé la victime ce jour-là. Le jeudi 3 décembre 1998, Paquita Parra se rend à son travail dans la banlieue d'Angoulême, à Roulet-Saint-Estèphe. Comme à son habitude, elle y va en voiture. Elle commence à 8 heures. Ses collègues précisent même aux enquêteurs qu'elle arrive avec 10 minutes d'avance. Pas de difficulté, journée classique. Elle va ensuite quitter donc son travail sur les coups de 17h, 17h30 peut-être. Paquita reprend son véhicule en direction de Villebois-la-Valette. Elle est aperçue par un voisin à 17h30, devant chez elle. Il semblerait qu'elle soit rentrée directement à son domicile, ce qui est rare. Car le plus souvent, elle faisait une petite visite à sa mère. C'était l'habitude de passer voir maman, prendre son café, discuter un peu des événements. Mais je l'attendais. Il n'est pas venu, mais je ne me suis pas inquiétée. Jean-Marie déclare aux gendarmes qu'il a vu sa petite sœur ce 3 décembre 1998 vers 18h.
Elle est venue dans son garage avec Patrick, son petit ami. J'avais eu la voiture de son petit copain en réparation. Donc ils sont arrivés le soir, tous les deux, et j'ai trouvé Paquita un petit peu bizarre. Elle avait les larmes aux yeux, elle allait pleurer ou elle venait de pleurer. Et j'ai demandé si elle avait un souci. On m'a dit non, non, tout va bien, tracasse pas, il n'y a pas de problème. Jean-Marie ne s'inquiète pas plus que ça. Il laisse sa sœur repartir seule au volant de sa Fiat Uno, tandis que Patrick rentre à Angoulême où il réside. Les enquêteurs ont ensuite connaissance d'une information étonnante. À 18h15, Paquita Parra se présente spontanément au poste de gendarmerie de Villebois-Lavalette. Elle va à la gendarmerie pour essayer de rencontrer un enquêteur avec lequel elle a rendez-vous le samedi. Il apparaît dans l'enquête que Paquita Parra était convoquée à la gendarmerie le samedi 5 décembre à 10h30. Cette convocation faisait suite au vol de son sac et de son chéquier quelques mois plus tôt. Et elle veut dire à l'enquêteur qui est là, je veux être entendue parce que j'ai déposé plainte en août 1998 pour des chèques qui m'ont été volés. Je voudrais dire des choses parce que samedi, ça sera trop tard. Les gendarmes ont découvert que 3 chèques volés ont été utilisés, notamment pour payer de l'essence dans une station-service. Ils se demandent si Paquita n'a pas fait une fausse déclaration de vol. Est-ce qu'elle veut reconnaître quelque chose, avouer quelque chose, donner des éléments? Évidemment, on n'en sait rien, mais elle est pressée de le rencontrer, elle ne veut pas attendre le samedi. Paquita, sans donner aucune explication, demande également aux gendarmes s'il est possible qu'elle soit mise sur écoute. Là, c'est pour moi capital parce que c'est un événement qui n'est pas neutre. Quand quelqu'un demande à des services de gendarmerie, je souhaiterais être mise sur écoute, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, des menaces, des coups de fil intempestifs, ou peut-être une envie qu'on l'aide à traiter d'une question qui est quand même cruciale, importante. Les gendarmes de Villebois-Lavalette ne répondent pas favorablement à sa demande. Paquita est invitée à revenir le samedi, jour du rendez-vous initialement prévu. Et donc, elle repart, mais elle est assez nerveuse. C'est pas un comportement normal de Paquita. C'est quelqu'un qui a une angoisse, une peur, qui nous interroge, bien évidemment. On sait après qu'elle remonte chez elle et qu'il y a des gens qui l'ont vue partir de Villebois vers 19h. C'est la dernière fois qu'on la voit à Villebois. Les témoignages l'attestent, Paquita est rentrée chez elle. Un voisin la voit vers 19h30, seule, devant sa maison. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi est-elle allée en voiture à la vallée des Eaux Claires? Tous ses proches le disent, elle n'a pas l'habitude de ressortir le soir. Et surtout pas pour faire une demi-heure de route afin de se rendre dans un lieu qu'elle ne fréquente jamais. L'étude de sa téléphonie révèle aux enquêteurs que Paquita n'a reçu et passé aucun appel après 19h. Est-elle sortie seule? Quelqu'un est-il venu la chercher? Est-elle sortie de son plein gré? Les questions sont nombreuses et les réponses absentes. C'est alors qu'un témoignage important vient faire rebondir l'enquête. Les gendarmes diffusent par voie de presse un appel à témoins. Jean-Michel Chirpaz contacte immédiatement les enquêteurs. Il est sûr d'avoir croisé la Fiat Uno de Paquita dans la vallée des Eaux Claires. À 21h45, le soir du crime, il remarque ce véhicule bien garé en bordure du chemin du Verger. En repassant au même endroit une demi-heure plus tard, il aperçoit une silhouette à l'intérieur de l'habitacle. Quand je suis revenu à 22h15, que je redescendais pour rentrer chez moi, j'ai pris le virage. Donc, si vous voulez du virage, je suis à 50-60 mètres de la voiture. Et là, j'ai vu la fille. Bien sûr, je l'ai éclairée avec mes phares. À mon avis, quand je suis arrivé, elle attendait quelqu'un. Elle a regardé comme si elle voulait voir la voiture qui arrivait. Elle devait connaître certainement la voiture qui devait arriver. Puisque je l'ai bien vu, là, sa première réaction, ça a été de bien regarder, dire ça y est, interrogatif, en disant, je vous dis, ses yeux étaient comme ça, là, étaient à regarder, et puis elle disait, c'est bien lui, et qu'elle a pu apercevoir, qu'elle a vu que c'était un fourgon, c'est parce qu'elle attendait. Et
aussitôt, elle a plongé dans le milieu, elle a fait comme si elle cherchait une cassette, quelque chose. Mais bon, ses cheveux tombaient un peu à mi-joue, comme ça. Je voyais bien que c'était du pipeau. Pour Jean-Michel Schirpaz, il n'y a aucun doute. La jeune femme était seule. Je l'ai bien décrit, regardez, mais bon, la fille était assez jolie, une toute jeune. J'ai dit, putain, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma femme qui était avec moi m'a dit, elle est folle hein, de se mettre là, disons, elle va se faire zigouiller. Une jeune femme qui attend seule dans ce lieu sinistre retient forcément l'attention. Jean-François Barret, chroniqueur judiciaire à la Charente Libre, a suivi l'affaire depuis ses débuts. Il confirme que l'endroit est particulièrement angoissant. Je suis pas forcément trouillard, j'étais pas à l'aise en descendant. C'est un endroit encaissé, une petite route qui serpente, des arbres qui se rejoignent, qui forment une sorte de voûte au-dessus, c'est assez inquiétant, assez lugubre. Les proches de la victime n'imaginent pas une seconde que Paquita ait pu se rendre seule sur ce chemin. Pour aller là-bas, il faut y aller avec l'assurance d'être avec quelqu'un qu'on connaît. Paquita est une jeune femme peureuse, qui ne va pas aller n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Partie la nuit comme ça, c'était pour la fille à s'en aller le soir comme ça. Comment ça s'est fait qu'elle est partie comme ça? Elle n'est pas partie tout seule. Hein? Le seul moyen pour qu'elle aille là-bas, c'est qu'on lui a donné rendez-vous. Ou on lui a donné rendez-vous, ou alors on l'a emmenée. Mais c'est impossible que ma soeur se rende toute seule comme ça, par hasard. Les enquêteurs sont alors persuadés que Paquita avait rendez-vous ce soir-là, dans la vallée des Eaux Claires. La question est maintenant de savoir avec qui. Les frères de Paquita ont une certitude. L'affaire des chèques volés de leur sœur est en rapport direct avec le meurtre. Elle devait connaître la personne qui émettait ces fameux chèques. Donc je pense qu'elle a dû contacter cette personne. Et le soir, quand elle s'est rendue à la gendarmerie, c'est que déjà elle avait contacté cette personne. Quand elle a dit à gendarme que samedi ça serait réglé, je pense que le soir même elle voulait régler cette chose-là. Est-ce que la personne à qui elle avait rendez-vous, elle s'est rendue compte que ça commençait à aller un peu loin et qu'il fallait mettre un terme? Pour moi, ces choses sont liées. Un deuxième témoin va se manifester. Il déclare avoir aperçu des flammes hautes d'environ 2 mètres vers 23h30 sur le parking de la vallée des Eaux Claires. C'est une information essentielle car elle permet de déduire l'heure de la mise à feu. À partir des analyses, à partir également du feu qui a été simulé ensuite sur une voiture identique, on a constaté que le feu partait très rapidement, que dans la minute qui suivait déjà le feu avait pris une ampleur telle qu'il y avait des flammes presque de 2 mètres de haut et qu'au bout de 20 minutes le feu était pratiquement éteint. Autrement dit, les flammes hautes vues par ce dernier témoin marquent le début de l'incendie. Paquita a donc été tuée entre 22h15, heure à laquelle Jean-Michel Schirpaz la voit vivante dans sa voiture, à quelques mètres du lieu de l'incendie, et 23h30, heure du départ du feu. L'enquête progresse grâce à 2 témoignages spontanés. Ce sont les appels à témoins parus dans la presse locale qui les provoquent. Est-ce que c'est courant, dès le tout début d'une enquête, de demander l'aide des journaux? Non, c'est rare, c'est même extrêmement rare. En général, on fait appel à la presse quand la victime court un risque, quand il s'agit d'une disparition, d'un enlèvement, mais là, c'est pas le cas. Le seul risque qu'il y ait, c'est un risque de disparition des preuves. Cet avis par voie de presse, c'est quelque part un aveu d'impuissance des enquêteurs. C'est-à-dire ils disent clairement à l'auteur des faits, tu peux dormir tranquille, on n'a rien contre toi. C'est quand même assez curieux. Moi, je crois qu'il aurait été préférable, pour trouver ces deux témoins, de faire une enquête de voisinage classique, c'est-à-dire de partir du lieu de la découverte du corps et puis d'élargir petit à petit les recherches jusqu'à ce qu'on trouve des témoins. Avec la technique dite de l'escargot. Effectivement, on appelle ça la technique de l'escargot. Le témoin voit Paquita seule dans sa voiture. Elle semble attendre quelqu'un. D'après Jean-Michel Schirpaz, la jeune femme se cache quand il passe près d'elle. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire 2 choses. D'une part, que Paquita connaît la personne avec qui elle a rendez-vous, puisqu'elle sait dans quelle voiture elle va venir.
D'autre part, qu'elle n'a pas envie d'être vue ni reconnue à cet endroit-là. Il s'agit d'un rendez-vous secret, d'un rendez-vous clandestin. On imagine que cette rencontre devait être très importante pour elle. C'est pas un endroit où on a envie de traîner en pleine nuit. Pensez-vous que Paquita se soit rendue dans la vallée des Eaux Claires volontairement? Ce qui est sûr, c'est que le témoin dit qu'elle était seule dans sa voiture. Et il n'y a personne autour de cette voiture. Donc elle n'est pas sous une contrainte physique immédiate. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas sous une forme de contrainte morale. Elle peut être victime d'un chantage. Quand Paquita quitte la gendarmerie de Villebois-la-Valette la veille du meurtre, à propos de cette histoire de chéquier volé, elle dit aux gendarmes « Samedi, ce sera réglé ». Croyez-vous que cet épisode soit une des clés de l'affaire? Il faut faire attention de ne pas interpréter ce qu'a dit la victime avec le prisme de l'homicide. Cette phrase, elle peut simplement vouloir dire samedi, les créanciers auront été remboursés et les plaintes auront été retirées. Mais moi, je suis quand même convaincu qu'il y a un lien entre cette affaire de chèque et l'homicide. Je suis sûr qu'en trouvant la clé de cette histoire de vol de chèque, on aura fait un grand pas vers la résolution de l'homicide. Des analyses graphologiques ont été réalisées, mais les conclusions sont contradictoires. Il est impossible de dire si la signature est bien celle de Paquita ou s'il s'agit d'un faux. Oui, c'est difficile de rester sur un échec de ce type. Les experts ont des avis contradictoires, c'est assez souvent le cas. Alors là, il ne faut pas rester comme une poule derrière son grillage qui essaie d'attraper le grain de l'autre côté. Il faut le contourner, cet obstacle, soit en demandant de nouvelles expertises, soit en essayant de recueillir de nouveaux témoignages. Les enquêteurs en sont certains. Paquita avait le soir du meurtre un rendez-vous secret. Ils vont donc approfondir leur enquête de personnalité pour aller au-delà des apparences et mettre à jour la part d'ombre de la victime. Les proches de Paquita Parra confient qu'elle n'était pas comme à son habitude depuis quelques mois. Elle est sursautait facilement dès que le téléphone sonnait. Il y avait des moments où elle était un peu ailleurs, pensive, et on ne savait pas vraiment pourquoi. Donc est-ce qu'elle était dans ses pensées? On ne sait pas. Et elle était pas elle, quoi. Il y avait quelque chose quand même qui l'a turlupiné, on le voyait bien. Mais la famille n'arrive pas à expliquer ce changement d'attitude. À parler de tout, de rien, mais de sa vie personnelle, c'était très rare. Quand on rentre un peu dans la vie de sa sœur, on s'aperçoit que peut-être on ne savait pas tout. Elle ne nous racontait pas toute sa vie. Si elle s'était confiée, peut-être qu'on aurait pu agir autrement. Les enquêteurs cherchent à percer les secrets de la victime. Ils ont la certitude qu'elle avait une vie cachée. Les tests HIV et les nombreux vêtements et bijoux découverts pendant la perquisition les amènent à envisager que Paquita se prostituait occasionnellement. On a dit à un moment, on a laissé entendre que c'était une prostituée. Et qu'elle s'était fait tuer par un client dans cet endroit sordide, quoi. C'est ce qui se murmurait, c'était pas écrit, mais c'est ce qu'on laissait entendre. C'est des choses que j'ai entendues, qu'on a dit. Qu'elle pouvait donner des rendez-vous, qu'elle avait une vie, qu'elle vivait de ses charmes peut-être, pourquoi pas. C'est un peu trop facile. Qu'on fouille un peu dans sa vie, j'en suis pas choqué. Et pour moi, Paquita vivait comme une femme de notre temps, d'aujourd'hui. Aucun reproche à lui faire de ce côté-là. En tout cas, ça ne justifie pas ce qui lui est arrivé. Et ça n'explique certainement pas sa fin. Aucun élément ne vient étayer l'hypothèse de la prostitution. La piste est définitivement abandonnée. Les gendarmes se consacrent alors à l'étude de la vie amoureuse de Paquita. Ils s'intéressent tout particulièrement à Patrick, son petit ami depuis 8 mois. C'est une relation assez calme. Il n'est rien dit de péjoratif sur cette relation. Mais on sentait bien que entre eux, il y avait pas, ce n'était pas un grand amour. Au fil des auditions, les gendarmes tentent de cerner la personnalité de Patrick. C'est un garçon sportif, sérieux et toujours un peu discret. Patrick, je le connais sans trop le connaître parce que c'était une personne très réservée. Il était distant. Il est toujours sur la réserve. Il apparaissait comme un garçon qui était vraiment très très lisse, qui avait pas d'aspérité. Et puis il y a quelques témoignages qui disaient qu'au boulot il était peut-être un peu rude, qu'il était peut-être un peu jaloux, qu'il
il aurait pu être un peu impulsif. Un autre individu décrit comme jaloux et impulsif fait son apparition au cours de l'enquête. Il s'agit d'un ex-petit ami de Paquita, que nous appellerons Christophe. Les différents témoignages des proches de la victime sont unanimes. Tous le décrivent comme un artiste marginal, provocateur et autoritaire. Quand il était là, elle était plus pareille. Elle était renfermée, elle ne rigolait plus, ou alors quand elle rigolait, on sentait qu'elle était un peu coincée. Il y a un repas au Nouvel An, un Noël qu'il a fait à la maison. C'est dingue. Il a passé son repas à la tenir par le cou, comme si elle était à lui, quoi. Comme si elle lui appartenait. Ouais, c'est ça. Il l'a possédée, quoi. Pendant 4 ans, entre 1994 et 1998, Paquita et Christophe ont une relation extrêmement tumultueuse, destructrice, parfois même violente. Elle m'a expliqué qu'il l'a frappée, il lui mettait des coups de genoux dans le ventre, qu'il était vraiment violent, alors qu'elle mesure 1m57, lui je pense qu'il fait au moins 1m85. Hein. Elle a prévenu que si elle renvoyait Christophe, il était hors de question qu'elle revienne à la maison. Donc, pas qu'il revenait, mais sans lui. En janvier 1998, Paquita annonce à son entourage sa rupture avec Christophe. La famille se réjouit. Mais les investigations des gendarmes révèlent tout autre chose. Paquita et Christophe ont continué de se fréquenter clandestinement. Des témoins les ont vus ensemble en mai, en juillet et fin novembre 1998, seulement 3 jours avant le meurtre. Nous savons par les différents témoignages dans le cas du dossier qu'ils vont se revoir alors que Patrick est au match de foot ou fait son entraînement de foot. Ils ont des rendez-vous dans des restaurants, dans un hôtel. Rendez-vous avec Christophe qui semble être toujours là. C'est quelque chose qu'elle cache, dont elle ne parle pas. C'est quelque chose qui laisse penser que, évidemment, c'est pas si simple de se séparer de Christophe et qu'en tout état de cause, ils continuent à se voir. Les gendarmes savent maintenant que Paquita ne menait pas la vie simple et organisée, tout d'abord décrite par ses proches. La jeune femme avait une existence secrète, cachée, mystérieuse. En couple avec Patrick, Paquita continuait de fréquenter Christophe. Pour les enquêteurs, cette information est essentielle. Ils savent maintenant que la vie amoureuse de la victime a pu faire naître des conflits, des jalousies et des rancœurs. La piste sentimentale devient alors la piste privilégiée. Les gendarmes vont tout d'abord s'intéresser à Patrick. Certains témoins s'étonnent de son attitude depuis le décès de Paquita. Paquita avait certainement fait des choses pas très agréables pour lui, certes, mais il était soi-disant amoureux. Donc je comprends pas qu'il n'ait pas partagé ça avec nous, qu'il n'ait pas été plus présent, qu'il n'ait pas cherché à savoir plus de choses aussi. Qu'il n'ait pas cherché à savoir qu'est-ce qui avait pu lui arriver, tout simplement. Le jeune homme est mis sur écoute téléphonique. Et 1 mois après le meurtre, une conversation qu'il tient avec sa mère alerte les enquêteurs. Des écoutes téléphoniques détermineront des propos assez curieux à l'égard de la jeune femme, qu'il insulte alors qu'il sait qu'elle a disparu dans des conditions particulièrement atroces. La traitant de salope, justement, sur ces écoutes téléphoniques, ça nous a un petit peu choqués. Patrick va devoir justifier son emploi du temps le soir du meurtre. Ce soir-là, il y avait un match de Coupe d'Europe à la télé. Et donc il est rentré chez lui, disait-il à l'époque, pour regarder le match à la maison. Et donc les gendarmes ont vérifié, ils lui ont demandé de raconter le match. Qu'il ait vu le match, ça semble faire aucun doute. Ce qu'il a enregistré, ce qu'il a vu plus tard, c'est impossible. Rien ne dit non plus le contraire. Pour les gendarmes, l'alibi est suffisant. Patrick ne sera plus inquiété. De nombreux témoignages recueillis pointent alors du doigt la personnalité inquiétante de Christophe, l'amant de Paquita. Nous, au niveau de la famille, on pense tout de suite que c'est lui. On le connaissait, on savait comment il était. On s'est dit, ça peut être que lui. Christophe avait dit à Paquita, si je te fais quelque chose, personne n'en saura rien. Les enquêteurs découvrent chez Paquita un tableau peint et offert par Christophe. Pour son anniversaire, aussi 28 ans, il lui a offert un tableau. Bon, c'est un tableau un peu spécial. Et au dos, c'est vrai qu'il y avait
Un petit mot, tout aussi spécial, quoi. C'était un poison pour un venin, il me semble. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon, c'est quand même des termes assez malsains. Le domicile du jeune homme est perquisitionné. Des tickets de caisse datés du 3 décembre 1998, soit la veille du meurtre, sont découverts. Christophe a acheté ce jour-là des gants en latex et des bidons d'essence. Ces gants en latex, c'est curieux parce qu'on interrogera un peu les témoins du dossier et notamment les amis de Christophe pour dire mais cet homme est un peintre, il peint avec des gants? Non. Il aimait travailler les matières avec ses doigts. Donc je vois pas pourquoi vous mettez des gants. 3 bidons d'essence pour un peintre, ça peut être de la térébenthine, ça peut être du white spirit, ça peut être un diluant. Un peintre qui achète des gants et qui achète de l'essence, a priori c'est pas non plus extravagant. C'est alors que les résultats des analyses tombent et révèlent que le tube calciné retrouvé dans la voiture était à l'origine un tube de gouache. Les soupçons pesant sur le peintre s'alourdissent. Les seuls éléments matériels qui ont été mis en avant, c'est un tube, on a dit, de gouache et une lame de cutter retrouvée dans les cendres tamisées de la voiture incendiée. Ce sont les seuls éléments matériels qui restent de cette affaire. Certains témoignages affirment que Christophe utilise parfois des lames de cutter pour réaliser ses toiles. Les enquêteurs pensent alors que l'artiste peintre est l'auteur du meurtre. Le tube de gouache et la lame de cutter signeraient sa présence dans la voiture le soir des faits. Les gendarmes vont surveiller l'amant de Paquita pendant 9 mois et le mettre sur écoute téléphonique. Mais aucun élément ne permet de l'incriminer formellement. Le juge d'instruction en charge du dossier fait alors appel à une profileuse pour cerner la personnalité du suspect. Maître Daniel Lalanne, l'avocat de Christophe, nous révèle les conclusions de cette analyse psychocriminologique. Ce rapport dit que la personnalité de ce garçon est parfaitement compatible avec les faits qui lui sont reprochés et elle dit, cette profileuse, qu'il a pu agir avec une préméditation très courte, comme une sorte d'impulsion mortifère. Et finalement, elle l'analyse, oui, comme un psychopathe. Le rapport d'expertise est envoyé aux gendarmes le 28 septembre 1999, en fin de matinée. Quelques heures plus tard, Christophe est placé en garde à vue. Quand ils vont le placer en garde à vue, ils vont lui faire une garde à vue infernale. À l'époque, il n'y avait pas l'assistance de l'avocat, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Il va tenir tête. Il faut imaginer tous les gendarmes autour de lui posant des questions. Sous le feu des questions, le suspect présente son alibi. Il explique avoir dîné le soir du meurtre avec un ami au restaurant La Bonne Franquette, dans la ville de La Couronne, à 10 km et demi de la scène de crime. Ondina, la propriétaire de l'établissement, se rappelle parfaitement de cette soirée. Il a dû arriver vers 20h, 20h30 avec un copain, donc ils ont mangé. Il était comme d'habitude, parce que c'était un client qui fréquentait de temps en temps ma maison. Donc c'est vraiment, il était excité, j'aurais trouvé quelque chose. Mais là, franchement, non. Et ils ont resté assez longtemps parce que il est parti en dernier comme client. Lors de son audition, Ondina déclare que les deux hommes ont quitté le restaurant vers 22h30. Christophe n'est pas capable de donner l'heure exacte de son départ. Il se souvient juste qu'en quittant La Bonne Franquette, il a raccompagné son ami qui habite à quelques centaines de mètres de là. Pour les gendarmes, connaître l'heure à laquelle les deux hommes sont partis du restaurant est essentiel. Il s'agit d'évaluer si le suspect a eu matériellement le temps de commettre le meurtre avant 23h30, heure du début de l'incendie. Les enquêteurs font et refont en voiture le trajet qui sépare le domicile de l'ami de Christophe du parking de la vallée des Eaux Claires. Pour parcourir ces 10 km 500, il faut en moyenne 20 minutes. La soirée au restaurant n'est donc pas un bon alibi. Christophe devient le suspect numéro 1 car il a pu arriver sur les lieux du crime avant 23h30. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est mis en examen et placé en détention à la maison d'arrêt d'Angoulême le 30 septembre 1999. Soutenu par sa famille, Christophe clame son innocence. Ses parents décident de faire appel à l'enquêteur privé Roger-Marc Moreau. Eh bien, on va devoir reprendre l'affaire à zéro. Je vais donc réentendre tous les témoins.
Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Un des premiers témoins à réentendre en priorité est l'homme qui a dîné avec Christophe. Le détective recueille alors une nouvelle information. En fait, il était pressé de rentrer car il était fan de Jerry Lewis, l'acteur américain. Et le film qui était diffusé ce soir-là, c'était, je crois, Par où t'es rentré, je ne t'ai pas vu sortir. Et lorsqu'il arrive, il allume sa télévision et il nous décrit la scène exacte qu'il a pu visionner à ce moment-là. Quand Jerry Lewis essaye de servir un verre d'eau à La Fontaine, qui ne marche pas, il enlève le verre et là, La Fontaine se déclenche et il se tapait sur les cuisses en nous le racontant. Roger Marc Moreau visionne ce film. Il détermine que la scène de La Fontaine se situe à 7 minutes du début. Il apprend également que la diffusion de la comédie a commencé à 22h50. Christophe aurait donc déposé son ami quelques minutes avant 23h. Il n'a pas pu, en 30 minutes seulement, rejoindre le parking de la vallée des Eaux Claires, retrouver Paquita, la tuer et mettre le feu au véhicule. Pour l'enquêteur privé, l'alibi de l'homme est solide. Roger Marc Moreau souligne une autre incohérence. Christophe était un ancien petit ami de Paquita. Et nous savons que leurs relations ont été très tumultueuses. C'est d'ailleurs pourquoi il a été soupçonné. Paquita disait à tous ses proches qu'elle avait une peur épouvantable de Christophe. Comment imaginer qu'elle ait accepté avec lui un rendez-vous dans ce lieu complètement désert ce soir-là? C'est invraisemblable. Au-delà de cette contre-enquête, Maître Lalanne, l'avocat de Christophe, dénonce le rapport de la psychocriminologue qui accable son client. Je rencontre la juge d'instruction après la mise en examen, quelques semaines après, et je découvre ce rapport. Je reproche à la juge effectivement d'avoir fait appel à une profileuse, et je me souviendrai toujours de la juge quittant la conversation, en me faisant un geste un peu comme ça, en disant « Oh là là, il faut vivre avec son temps, à l'américaine, à l'américaine. » Voilà. En se plongeant dans le dossier, Maître Lalanne découvre une facture téléphonique de la profileuse. Facture qui fait état de longs coups de fil qu'elle a passés aux gendarmes la veille et le jour de la garde à vue de Christophe. Il se trouve que le premier et le deuxième coup de fil sont, d'après les dires de la profileuse, destinés à mettre en condition les gendarmes, à préparer les gendarmes à la garde à vue. C'est complètement illégal, c'est le juge qui mène. Il peut déléguer ses pouvoirs, mais en garder les contrôles de cette délégation, mais il ne peut pas les abandonner à quelqu'un, fût-ce un expert, puis c'est-à-dire qu'elle a pris la place du juge d'instruction. Et que l'affaire, là, commence à aller très très mal. La profileuse n'avait pas le droit d'intervenir pendant la garde à vue. En octobre 2002, la Cour d'appel de Bordeaux estime que l'experte a orienté l'enquête. De nombreuses pièces du dossier d'instruction sont annulées pour vice de procédure et atteinte aux droits de la défense. Christophe est remis en liberté après 11 mois de détention. Plus aucune charge n'est retenue contre lui. Ce dossier tombe par gros morceaux. Et il était extrêmement volumineux, et une fois que les pièces ont été annulées, une fois que la garde à vue a été annulée, que la mise en examen a été annulée, une fois qu'on s'aperçoit que le rapport de la profileuse a joué à fond contre la vérité, ben il ne reste rien. En 1998, il y a un certain engouement pour le profilage, discipline venue des États-Unis. Dans cette affaire, cette approche de l'enquête a montré ses limites. Elle a montré ses limites et même plus que ses limites. On va reconstituer ce qui s'est passé. La juge d'instruction nomme une psychocriminologue pour analyser le profil de Christophe, le profil criminologique de Christophe. Son rapport conclut au fait que Christophe est le meurtrier possible de Paquita. Cette analyse n'est faite qu'à partir de documents. La psychocriminologue ne rencontre jamais Christophe. Et ça, c'est fait avant même la garde à vue, avant même la mise en examen. C'est ensuite que Christophe est placé en garde à vue. Alors évidemment, les enquêteurs, les gendarmes, ont été orientés. Ils ont connaissance de ce rapport.
Pour eux, c'est déjà, Christophe est déjà le présumé coupable, c'est le coupable. Donc ils cherchent des preuves, ils cherchent à l'habiller pour l'hiver complet. Ils trouvent pas de preuves. Ils démontent vaguement son alibi. C'est ainsi qu'il est mis en examen sans qu'aucun élément matériel n'ait été prouvé. Alors l'enquête sur le meurtre de Paquita Parra a connu de nombreux ratés judiciaires. La première juge d'instruction, celle qui avait nommé cette profileuse, a même été dessaisie pour partialité. Bon, ça c'est extrêmement rare, c'est exceptionnel. Les cours d'appel ne dessaisissent que très rarement les juges d'instruction pour partialité. Pourquoi ? La mission même du juge d'instruction, son rôle, ce qui est spécifique à la France, au système judiciaire français, son rôle c'est d'instruire à charge et à décharge. Il cherche des preuves contre le suspect, mais il cherche aussi à l'innocenter s'il ne trouve pas de preuves. Donc là, ça n'a pas été le cas, c'est la raison pour laquelle ce juge a été dessaisi. Et c'est ensuite toute une partie de la procédure qui a été annulée. Pensez-vous que pour les enquêteurs, il est facile de continuer à travailler après de telles décisions judiciaires ? C'est pas que ce soit facile ou pas, c'est impossible. Le juge d'instruction, les enquêteurs, la psychocriminologue sont tous convaincus, ont toujours tous été convaincus que Christophe était le coupable, que c'était lui qui avait tué Paquita Parra. La cour d'appel, la chambre de l'instruction, remet ça en cause, annule cette procédure, mais eux restent convaincus qu'ils tenaient l'auteur des faits. Comment est-ce que vous voulez qu'ils repartent à zéro, qu'ils écartent Christophe pour repartir sur quelqu'un d'autre? C'est pas possible, c'est impossible à faire. Il faut tout de même préciser que l'annulation de la procédure n'empêcherait pas de remettre en examen Christophe si et seulement si un nouvel élément venait à l'incriminer. Oui, absolument. Alors dans cette affaire, il y a eu aussi l'intervention d'un enquêteur privé, c'est assez rare pour le souligner. Que pensez-vous de ces investigations menées à titre privé ? Je crois que dans le système judiciaire français, les profileurs et les enquêteurs privés ou détectives privés n'ont pas vraiment leur place. On n'est pas dans un système à la sauce américaine, dans un système accusatoire où le procureur, avec la police d'un côté, cherche des preuves à l'encontre de celui qu'il pense être coupable, et de l'autre côté, l'avocat entouré et assisté de détectives privés cherche à démonter les preuves, à contredire les preuves apportées par le procureur. Dans notre système, qui est un système inquisitoire, c'est le juge d'instruction qui recherche des preuves. Soit il en trouve, et dans ce cas-là, le suspect, le mis en examen, est poursuivi, soit il n'en trouve pas, dans ce cas-là, il y a un non-lieu. Enfin, dans notre cas, la contre-enquête menée par l'enquêteur privé a quand même permis de mettre hors de cause Christophe. Effectivement, oui, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est sûr. Mais d'une manière générale, une enquête judiciaire, ça se mène à plusieurs. Il y a un groupe d'enquêteurs, il y a un juge d'instruction, tout ça communique en permanence, on se pose des questions, on remet en doute ce qu'on fait, on ne travaille pas pour une des parties, on travaille pour l'intérêt général. Un détective privé, un enquêteur privé, lui, il est mandaté par une des parties, soit par le mis en examen, soit par la famille de la victime. Donc si les éléments qu'il rapporte vont à l'encontre de celui ou de ceux qui l'ont mandaté, de ceux qui le paient, qu'est-ce qu'on en fait de son rapport? On le verse au dossier judiciaire ou on le met à la corbeille? Si l'enquête n'a pas permis de réunir suffisamment d'éléments matériels pour retracer avec certitude le déroulement du meurtre, il est cependant possible de confronter les points importants du dossier pour tenter de dessiner le scénario criminel de cette nuit du 3 au 4 décembre 1998. La localisation du parking où est retrouvée la voiture donne les premières pistes de réflexion pour comprendre ce qu'il s'est passé. Le témoin a vu Paquita attendre dans son véhicule, bien garé, en bordure de la petite route étroite, à quelques mètres de l'aire de stationnement. Où elle était garée, les deux voitures ne pouvaient pas se garer l'une derrière l'autre, ni l'une à côté de l'autre. La personne qui est arrivée a dû lui parler par la portière, a été tournée plus loin, à 50-60 mètres, et est repartie, a passé à côté d'elle et l'a emmenée sur le parking qui était de l'autre côté. Et là, c'était plus à se garer à deux que là où elle était, elle ne pouvait pas se garer à deux. Les deux voitures se seraient donc suivies jusqu'au parking. Impossible de savoir ce qu'il s'est dit. Impossible de savoir si Paquita a été tuée à l'intérieur ou à l'extérieur de sa voiture. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur a volontairement mis le feu au cadavre de sa victime. Et incendier un véhicule n'est pas forcément facile. Quand un véhicule est entièrement fermé, il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'habitacle. Et généralement, un départ d'incendie dans un habitacle fermé, complètement fermé, la combustion est lente. Il a peut-être fait une tentative et qui a échoué. Et puis il s'est rendu compte que finalement, ça prenait pas facilement, ça prenait pas assez vite.
La personne s'est dit, je risque d'avoir quelqu'un qui passe et qui va s'en apercevoir, donc il faut que l'incendie se passe dans un temps très très court. L'auteur du crime a sans doute cherché à activer rapidement le feu. Et donc à partir de là, il a dit, j'enlève le pare-brise, je crée un appel d'air. Ouvrir les vitres n'aurait pas permis un apport d'air suffisant pour activer l'incendie, alors que le dépôt du pare-brise était nettement plus propice au développement de l'incendie. Et obligatoirement, à partir du moment où il n'y a plus de pare-brise, il y a l'air qui arrive et donc vous avez une combustion qui peut être vive. Mais retirer le pare-brise a une autre utilité. Si l'incendiaire ne veut pas risquer sa peau lui-même, il est évident qu'il vaut mieux qu'il jette un objet qui est déjà en train de brûler dans l'habitacle. En allumant simplement avec une allumette une boule de papier, il attend que ça prenne un peu, il jette cette boule de papier dans l'habitacle. Comme le pare-brise n'existe plus, il a toutes les chances que ça aboutisse à l'endroit prévu. Et à partir de là, bien le feu est tout de suite et immédiatement un feu très vif. Au bout de quelques minutes, les flammes atteignent 2 mètres de haut. Le meurtrier parvient à quitter la scène de crime sans être vu. Un rendez-vous, un combustible pour mettre le feu. La préméditation est évidente. Maintenant, ça ne dit rien sur l'ancienneté de la préméditation. Ça ne dit pas que la personne y a pensé depuis 6 mois, 1 an, etc. Ça peut être une motivation toute récente, liée à une frustration, liée à un conflit récent, liée à une autre hypothèse de mobile. Le mode opératoire trahit la personnalité de l'auteur. Compte tenu de ce qu'on sait de ce genre de passage à l'acte d'une façon statistique, ce sont plutôt des hommes ou des hommes isolés qui font ce genre de choses. Avec le déterminisme d'un homme qui passe à l'acte seul ou avec quelqu'un d'autre. Parce que pour faire ce qui a été fait, il faut être déterminé et puis habile. Malgré toutes les investigations, le mobile de ce meurtre reste un mystère. On ne veut pas qu'elle parle, peut-être. On ne veut pas qu'elle parte, peut-être. On ne veut, en tout état de cause, pas qu'elle s'en sorte. Dans cette affaire, Jean-Marc, il est difficile d'imaginer le scénario criminel car les enquêteurs disposent de bien peu d'éléments matériels pour appuyer leurs réflexions. Oui, on ne sait même pas de quoi Paquita est morte. On sait simplement de quoi elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte à cause de l'incendie, elle n'est pas morte par crémation. C'est déjà ça, mais on est un peu dans la même situation qu'une enquête sur un crime sans cadavre. Et c'est des affaires qui sont pas faciles à mener. Qu'est-ce que vous pensez de l'explication de l'expert à propos du pare-brise ? Arnaud, très sincèrement, j'ai du mal à y croire. Mais enfin, rien ne vient contredire cette thèse, aucun élément d'enquête. Donc, admettons que ce soit le cas. Eh bien, c'est une sacrée orientation d'enquête, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui soit capable de retirer un pare-brise avec autant de dextérité. Ça restreint le cercle des suspects. Il y a tout de même une quasi-certitude dans ce dossier, celle du lien personnel entre l'auteur et la victime. Paquita avait un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle connaissait. Comment se fait-il que l'on ne soit pas arrivé à identifier la personne qui lui a demandé de venir dans la vallée des Eaux Claires ? Hélas, une enquête criminelle, une enquête judiciaire, ça marche pas à tous les coups, c'est pas une science exacte. Quand on arrive dans une impasse comme ça, dans une espèce de cul-de-sac, je crois qu'il faut pas hésiter à recommencer, à repartir sur des fondamentaux, à retrouver, à rechercher des témoins, à les réentendre. Il faudrait qu'un nouveau témoignage vienne relancer cette affaire, oriente vers celui qui sait pourquoi le siège a été reculé, qui sait comment et pourquoi le pare-brise a été retiré. Et là, on serait en présence de l'auteur, parce qu'il n'y a que lui qui sait tout ça. Dans les affaires criminelles, on le sait, le mobile est souvent passionnel. Pensez-vous que sans le savoir, Paquita se soit engagée dans une relation dangereuse ? C'est très possible. Paquita avait une vie sentimentale, une vie amoureuse, un peu agitée. Elle aimait bien fréquenter les bad boys. Et dans ce cas-là, les ruptures, les séparations, c'est mal vécu, ça peut être très mal vécu. Et on peut ne pas être très loin du passage à l'acte. Les nombreux tests HIV qu'on a retrouvés chez elle en sont la preuve. Elle aimait bien flirter avec le danger. Alors chercher à savoir ce qui a pu mettre la victime en danger ne veut pas nécessairement dire qu'elle a une part de responsabilité dans l'acte atroce qu'elle a subi. Non, bien sûr que non, absolument pas.
Depuis le meurtre, la famille de Paquita ne cesse de repenser à cette terrible nuit du 3 au 4 décembre 1998. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir et espèrent sans cesse connaître le nom de l'assassin. Depuis 14 ans, faut vivre avec, c'est dur. Il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. Mais on a toujours espoir de trouver. C'est dur de ne pas savoir parce qu'on est toujours, on est comme au premier jour. On passe toujours à ça. La famille de Paquita est toujours dans l'attente de la vérité. Je voudrais savoir avant de mourir. Mais je ne sais pas si je le saurai. J'arriverai peut-être pas à rien savoir. Vous croyez qu'on le saurait un jour? Je ne sais pas. Ça peut pas arrêter comme ça. Ça peut... Tous les frères veulent croire que de nouveaux témoignages sont encore possibles. C'est un appel que je fais à l'entourage de Paquita parce qu'elle ne vivait pas seule, elle était entourée, elle avait des amis. Et les gens savent ce qui lui est arrivé, des amis proches peut-être, qui n'osent pas parler. Parce qu'ils ont peur, parce que on a vu ce qui est arrivé à Paquita. Savoir que l'assassin court toujours est particulièrement cruel. La vie sans Paquita ne sera plus jamais la même. Depuis que ça nous est arrivé, en fait, notre vie a complètement changé. On est passé d'une vie à une autre, je veux dire. On a un sentiment d'impuissance, de ne pas avoir été là quand il aurait fallu. Donc c'est des choses qu'on a du mal à partager entre les frères. Vous regardez des films de famille, vous la voyez. On fait un repas, elle n'est pas là. Il y a les mariages, elle n'est pas là. Les photos de famille, elle n'est plus là. C'est pas possible, je veux dire. On ne peut pas effacer ça. Pour nous, elle est toujours là. Paquita Parra a été tuée il y a 14 ans. Nous avons été chez elle, véritable musée des souvenirs dans lequel sa mère a choisi de vivre. Respecter sa mémoire, c'est faire en sorte que son assassinat ne tombe jamais dans l'oubli. Le 29 octobre 2010, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-lieu. L'instruction est donc close. Plus aucun service n'enquête sur le meurtre de cette jeune femme. Il faudrait qu'un élément nouveau, qu'un témoignage inédit soit porté à la connaissance de la justice. L'instruction pourrait alors être réouverte. Paquita est morte, elle n'avait que 30 ans. Il a été impossible de déterminer les causes de son décès, impossible de savoir pourquoi son tueur lui a ôté la vie. Espérons qu'un jour, les réponses viendront apaiser le chagrin de toute sa famille. Bonsoir.